Un enjeu, celui de baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité en France d'ici à 2025. C'était une promesse du président de la République. Et puis, un défi, eh bien, que cette conférence climat qui va avoir lieu à la fin de l'année en France se passe le mieux possible pour aboutir à un accord. Pour en parler avec nous ce matin, eh bien, Madame Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui va répondre à nos questions et nos interrogations sur ces sujets. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Alors en juin, normalement, la loi de transition énergétique que vous avez portée, qui est passée à l'Assemblée nationale, au Sénat, doit revenir à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que l'objectif de baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% sera maintenu dans cette loi? Oui, elle sera maintenue. D'ailleurs, ça n'est plus contesté par personne. Même les sénateurs? Même les sénateurs. Ce qu'ils contestaient, c'était l'échéance 2030. Donc cette échéance sera rétablie, bien évidemment. Mais de toute façon, il n'y a pas lieu de polémiquer, puisque j'ai dit deux choses lors du vote de cette loi qu'on disait impossible. Vous voyez, on disait que les positions étaient tellement divergentes entre les anti-nucléaires à tout crin et les pro-nucléaires à tout crin. Il a fallu trouver un juste équilibre pour définir l'intérêt de la France, c'est-à-dire quel est le modèle énergétique. Comment vous l'avez trouvé, cet équilibre? Je l'ai trouvé en n'opposant plus les énergies les unes aux autres, en disant on a besoin de toutes les énergies, puisque le marché mondial évolue également. Tous les pays vont devoir s'engager sur la réduction des gaz à effet de serre et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, tous les pays sont en recherche de ce qu'on appelle le nouveau mix énergétique. Et la France, qui est bien positionnée sur les technologies, que ce soit du nucléaire, du renouvelable ou de la performance énergétique, notamment des bâtiments, parce qu'il y a trois domaines dans le mix énergétique. Il y a la montée en puissance du renouvelable, il y a les économies d'énergie, notamment dans le bâtiment, et puis ça crée des emplois dans les métiers du bâtiment, et il y a la part du nucléaire. Mais cet objectif sera inscrit dans la loi? C'est sûr. Bien sûr. D'ici à 2025. Oui, bien. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit inscrit dans la loi? À l'horizon 2025, ça sera. L'horizon 2025. Mais comme de façon très pragmatique, nous allons arrêter ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire chaque année, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le renouvelable, qu'est-ce qu'on a fait en économie d'énergie, qu'est-ce qu'on a fait dans les différentes filières. Techniquement, est-ce que ça va être possible? Puisqu'on voit que pour faire ça, eh bien, un des objectifs aussi du quinquennat, c'est de fermer Fessenheim. Mais en fermant Fessenheim, il faut que l'EPR de Flamanville marche. Or, on sait que ça ne sera pas possible. Quelle est votre réponse? C'est pas totalement lié. La totalité des centrales ne marche pas à pleine capacité tout au long de l'année. Il y a des moments. En 2016 pour l'instant, c'est la proposition qui est faite. Donc là aussi, de toute façon, ce n'est pas inscrit dans la loi puisque ça n'est pas de nature législative, ce qui m'a d'ailleurs évité d'ouvrir des polémiques sur ce sujet-là. Car tout ce qui est important se trouve ailleurs. Tout ce qui est là où ça crée des activités, des emplois, c'est comme l'objectif de la manœuvre. C'est que cette croissance verte crée des emplois. D'accord. C'est le renouvelable et c'est la performance énergétique des bâtiments. Si demain, si à partir de maintenant, d'ailleurs c'est déjà le cas, dans les territoires qu'on a... Répondez-moi sur Fessenheim. Répondez-moi sur Fessenheim. Est-ce que Fessenheim va fermer? C'est l'objectif aujourd'hui qui est inscrit. Et après on est pragmatique, on verra bien sûr. Ça sera fait d'ici à la fin du quinquennat? Ça devrait l'être d'ici la fin du quinquennat. Ça va dépendre, vous l'avez dit très justement, de l'ouverture de Flamanville. Flamanville, ça devait ouvrir en 2012. Oui. Après, ça a été reporté à 2016. Maintenant, on parle de 2018. Quand est-ce que ça va ouvrir? Quand ça sera prêt. Mais là, regardez, non, c'est pas grave. Ça veut dire que tout est transparent. C'est quand même extraordinaire. On est le seul pays où la question de l'énergie nucléaire, de la sûreté nucléaire est aussi transparente qu'en France. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui décide? C'est l'autorité de sûreté. C'est pas vous, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va décider. À votre avis, ça va ouvrir quand? C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le dira. Vous savez, dans ces domaines-là, il faut respecter les compétences de chacun. Moi, en tant Donc on n'est pas obligé d'ouvrir Flamanville avant que Fessenheim se ferme? Ce n'est pas le sujet de l'avenir du pays. C'est quoi le sujet de l'avenir du pays aujourd'hui? C'est qu'on fasse des travaux d'économie d'énergie dans le bâtiment grâce au crédit d'impôt. D'énergie pour se chauffer, pour s'éclairer. Non, mais il y a un gouffre entre ce qui suscite des polémiques, les sujets que vous venez d'évoquer qui sont très importants, vous avez raison de poser, et ce qui intéresse aujourd'hui les Français et les entreprises françaises pour créer des activités, et qui sont essentiellement l'investissement dans le bâtiment. Si demain toutes les communes
que nous avons réuni hier, les 500 territoires énergie positive qui ont répondu à mon appel à projet. C'est extraordinaire, j'étais éblouie par la mise en mouvement des territoires, la volonté que ce soit dans les petites communes rurales, les communautés de communes, les agglomérations, tout ce qui se fait sur les territoires et en particulier la construction des écoquartiers, les bâtiments énergie positive, les investissements dans la performance énergétique des bâtiments, les investissements dans les énergies renouvelables pour donner du travail à toutes les entreprises de la croissance verte. C'est formidable, c'est le levier, levier de sortie de crise. Pour Flamanville, vous avez dit transparence avec l'autorité de sûreté nucléaire, c'est elle qui décide et tout. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un échec, un fiasco de la part d'Areva qui a construit cette cuve qui fait défaut aujourd'hui? Moi, je ne veux pas porter atteinte à la crédibilité des grandes entreprises françaises qui ont aussi à leur crédit de formidables réussites, qui sont positionnées... Mais elle a une responsabilité quand même, Areva. Bien sûr, qui sont positionnées sur des marchés à l'international, qui sont sur des technologies extrêmement complexes. Et d'ailleurs, les décisions comme celle de construire Flamanville, aujourd'hui, de façon... sans débat parlementaire, sans anticiper les différents investissements, les différents prix, sans être intégré à une réflexion sur le modèle énergétique, ne serait plus possible. Aujourd'hui, pour prendre une décision comme celle-ci, il y aurait un débat parlementaire. On définirait les coûts et les avantages. Ça n'a pas été le cas à l'époque. Ça n'a pas été le cas à l'époque. Donc on est obligé de gérer... Et pourtant, on était dans une majorité socialiste. Non. Non. On était dans une majorité? Non, non. Ah bon. Alors, Areva, est-ce qu'il faut faire en sorte que Areva et EDF fusionnent? C'est votre souhait, je crois. Oui, il faut un rapprochement entre Areva et EDF, et même avec une coopération du commissariat à l'énergie atomique. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de créer des performances énergétiques avec nos grands énergéticiens français. Nous sommes un des pays quand même les plus à la pointe sur la maîtrise de la totalité des énergies. Je le disais tout à l'heure, parce que EDF investit également dans le renouvelable et dans la performance énergétique. Et donc, on a besoin, en effet, de convergence pour être plus fort industriellement. À quel terme, à votre avis? Alors, ça va se faire assez vite maintenant. Hein, d'ici à la fin de l'année? Vous avez dit que ça serait le plus vite possible. Il faudrait que le schéma soit identifié bien avant. Je pense que d'ici l'été, qu'on ait déjà une vision claire des choses. Le gouvernement va recevoir les propositions des entreprises et on va discuter avec elles pour savoir quelles sont les meilleures décisions par rapport aux intérêts des entreprises, mais aussi à l'intérêt énergétique du pays. Dernière question, sur Flamanville, ça va coûter combien finalement? Je ne peux pas vous le dire en l'état actuel des choses, puisque beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Beaucoup plus cher que ce qui était prévu. 3 fois le prix, non? C'est bien la raison pour là, on va voir, parce que comme il y a un certain nombre de compléments de travaux à faire, donc le moment venu, on fera l'état des lieux. Mais il est bien évident que ça prouve quoi, Flamanville? Ça prouve qu'il faut être très clair et très précis sur les grands choix industriels et qu'il faut surtout être transparent et en débattre. La circulation alternée. Oui. Est-ce que c'est au ministre de l'écologie d'en décider dans une grande ville comme Paris? Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le préfet de police qui décide de la circulation alternée. Bien sûr, il en rend compte. Avec mon accord, mais à partir des règles. C'est pas aux élus locaux de le faire? Non, parce qu'il faut l'intervention des forces de police. D'accord. Et il faut quand même savoir que la circulation alternée, ça mobilise 1800 policiers. Donc, ce n'est pas une décision anodine, ça ne peut pas être une décision un peu politicienne. Et donc, il faut que ça soit mesuré et que surtout que les règles soient appliquées. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les normes d'alerte soient atteintes pour prendre cette décision. Mais il y a eu des bugs. C'est ce qu'on a constaté quand même ces derniers temps, quand il s'est agi de prendre la décision. Comment faire pour améliorer la prise de décision entre les élus locaux et l'autorité de tutelle, qui est le préfet de police? Il faut que chacun assume ses responsabilités. Les villes ont une responsabilité pour faire du transport propre, mettre des transports en commun électriques, par exemple. C'est pas assez le cas à Paris? Est-ce que vous trouvez normal encore qu'aujourd'hui, il y ait des bus qui fonctionnent au gasoil ou des taxis au gasoil? Il faut des stratégies. Le problème, c'est pas de savoir si c'est la faute à qui. Il faut des stratégies de propreté de la circulation et de la propreté de l'air. C'est pour ça que j'ai proposé et que je lance un appel à projet sur les villes respirables dans 5 ans. Dans 5 ans, tous les transports collectifs et les taxis doivent être électriques dans les villes, au moins pour montrer l'exemple. Ensuite, je vais identifier les voitures propres de celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire, quand il y aura des restrictions de circulation, ce sont les voitures propres qui pourront circuler et non pas un système arbitraire de pair-impair qui laisse circuler des voitures très polluantes. Ensuite, il y a l'aide de 10 000 € qui est donnée pour inciter les Français, qui ne demandent que ça d'ailleurs. Les Français ne demandent qu'à rouler propre. Donc, encore faut-il leur en donner la possibilité. Après, il faut améliorer aussi la qualité des transports en commun pour que les gens laissent leur voiture et prennent les transports
transports en commun. Donc c'est une... Il faut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Bien sûr, il y a certaines choses. Par exemple, dans la loi de transition énergétique, j'ai créé les zones à circulation réduite. Donc les maires vont, en donnant ce pouvoir aux maires et en donnant aussi le pouvoir aux maires de faire des avantages pour les véhicules propres. Par exemple, prendre les couloirs de bus, le stationnement gratuit, c'est déjà fait. Et donc, c'est un modèle global de développement qui utilise tous les leviers d'action pour rendre les villes respirables toute l'année et pas seulement pendant les pics de pollution. Alors, à la fin de l'année, il y a la conférence climat, j'en parlais en introduction. Le président de la République a dit « plus j'avance, plus je regarde les obstacles ». Ça veut dire que c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple parce qu'il y a des intérêts divergents. Ouais. Il y a les pays émergents qui considèrent que... c'est eux l'obstacle ? Et les pays pauvres aussi, à juste titre d'ailleurs, qui attendent, au fond, puisqu'ils subissent finalement la pollution des pays industrialisés, qui ont dégagé beaucoup de gaz à effet de serre, donc ils subissent le réchauffement climatique, et vous aurez observé que souvent ce sont sur les latitudes les plus chaudes que les pays sont les plus pauvres, et donc c'est là qu'ils vont subir encore plus la désertification et la raréfaction de l'eau. Donc ces pays demandent un transfert de technologie, à tout le moins. Regardez comment l'Afrique est en retard par rapport à l'utilisation de l'énergie. C'est bien ce que fait Borloo, de ce point de vue ? Oui, c'est bien ce qu'il fait. Et je pense que là aussi, il faut que les banques mondiales, il faut que les organisations internationales fassent des choix de développement durable pour que ces pays s'épargnent le passage vers l'utilisation des énergies fossiles. Et en même temps, ils revendiquent aussi, on le voit lorsque le Premier ministre indien est venu en France, il y a peut-être 50% des Indiens qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité toute la journée, avec l'impact sur l'éducation, sur le travail, etc. Donc les pays émergents revendiquent aussi l'accès à un certain niveau de vie pour leur population. Et donc, si on ne leur donne pas les technologies propres, si on ne transfère pas ces technologies propres, et si pour les plus pauvres, il n'y a pas un dispositif d'ingénierie financière qui leur permet d'investir dans ces technologies propres, c'est aussi notre intérêt bien compris. L'intérêt bien compris des pays développés, c'est que grâce à ce défi climatique, on saisisse cette chance de reposer des bases du développement durable qui va permettre la sortie de la pauvreté. C'est un projet de civilisation. C'est pour ça que c'est un... On fait tout pour cela. Je pense que si les chefs d'État et de gouvernement s'impliquent fortement, contrairement à ce qui s'est passé dans les conférences climat précédentes, où c'était juste au dernier moment que... Je me souviens qu'à Copenhague, quand même, ils s'étaient beaucoup impliqués, oui, mais à la fin. À la fin. Alors que là, il y a une vraie volonté, puisqu'on voit les premières déclarations, il y a une vraie volonté. D'abord, les pays européens ont pris leurs responsabilités, puisque l'engagement des pays européens est très, très ambitieux. Et ensuite, on voit des déclarations du président Barack Obama, des Chinois, des Indiens qui bougent également. Donc, si les grandes nations s'investissent, si les pays africains aussi se saisissent de cette problématique avec leur propre mode de développement et avec la volonté de capter ces transferts de technologie pour se développer grâce à l'énergie solaire en particulier. Et si tout le monde comprend que c'est une chance extraordinaire d'abord de diminuer les écarts entre pays riches et pays pauvres et donc de limiter aussi les migrations de la misère, c'est pour ça que je dis que c'est notre intérêt bien compris de faire ces transferts de technologie énergétique parce qu'au bout du compte, c'est la maîtrise... On soit bien précis, l'objectif c'est 2% de moins, enfin... Avant la fin du siècle. Avant la fin du siècle, de faire en sorte que la température n'augmente pas de plus de 2%. 2 degrés, pardon. 2 degrés. C'est ça. 2 degrés, oui. C'est bien ça l'objectif. Oui, ça, c'est l'objet de l'accord. Sinon, les scénarios qui sont... Si on ne fait rien, le scénario est à 4-5 degrés. Et qu'est-ce que ça veut dire 4-5 degrés? C'est la fonte accélérée des glaces, c'est l'augmentation du niveau de la mer et la disparition des étangs insulaires. Donc il faut bien voir que sur le plan planétaire, c'est une question de vie ou de mort pour certains étangs insulaires. Donc c'est à la fois un défi et en même temps une chance à saisir. Est-ce que vous êtes une ministre de l'écologie heureuse? Oui, parce que c'est énormément de travail, ça c'est sûr, mais ça, j'ai toujours aimé travailler, c'est pas le problème. Mais c'est surtout la variété des sujets. Et c'est faire ce qui m'a toujours plu, c'est-à-dire relier le local, avec mon expérience locale où j'ai fait pendant 10 ans l'excellence environnementale, donc je sais que des choses sont possibles, et en même temps donner une impulsion nationale à dimension aussi internationale. Et c'est très rare en politique lorsque vous pouvez penser le futur, imaginer le futur, c'est bien au-delà de nos modestes personnes, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour projeter la France dans le futur et pour imaginer de nouvelles valeurs de développement, c'est-à-dire ce sont aussi toutes les sciences du vivant. Donc c'est un modèle de civilisation qu'il faut réinventer à partir de la biodiversité et de l'énergie. Donc c'est formidable. C'était le talk Le Figaro de Madame la ministre de l'écologie, Madame Ségolène Royal, qui nous a dit que, ben oui, l'objectif de diminuer
la part du nucléaire dans la production d'électricité en France serait bien respectée dans la loi de transition énergétique d'ici à 2025. En revanche, elle ne se prononce pas sur la fermeture de Fessenheim et Flamanville. Flamanville, si ça prend du temps, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de transparence et que c'est un gage justement de sérieux dans la construction de cet EPR qui est attendu depuis maintenant bien longtemps. Merci Ségolène Royal. Merci.